Ce week-end était béni sur la terre des hommes, car hier, 6 juillet 2024, une nouvelle étape fondamentale de la marche des Africains vers la reconquête de leur souveraineté volée depuis 600 ans, eh bien, cette étape a été accomplie dans notre terre africaine du Niger, à Niamey, où toutes les Africaines et tous les Africains éveillés étaient rassemblés, si ce n'est par le corps, du moins par le cœur et par l'esprit. Oui, Niamey a été, en ce week-end béni, la capitale spirituelle de la résistance et de la renaissance africaine. Oui, au pays du Labou-Sanino, Zanchan Kassani, sur la terre dirigée par le grand leader, le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP, nous avons vécu l'un des moments les plus beaux de nos existences d'Africains sur la terre. Oui, certains avaient écrit dans leurs livres remplis de haine et de mépris que les Africains étaient condamnés à être à la remorque du monde. D'ailleurs, ils avaient classé l'Afrique parmi les pays du supposé tiers-monde. Alors que l'Afrique est le plus grand continent, le plus riche continent, le plus ancien continent et le continent le plus prometteur de la Terre, ils avaient dit que les Africains étaient faits pour accompagner la marche de l'histoire qui irait, nous disons-on, d'est en ouest ou d'ouest en est et jamais vers le sud. Il était entendu que les pays africains devaient s'aligner tantôt derrière le bloc de l'Est, tantôt derrière le bloc de l'Ouest, y compris quand ils prétendaient être non alignés. Il était entendu que les Africains devraient, pour la moindre réalisation, se tourner vers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à Washington, vers le club de Paris, le club de Londres, le club de Washington, le club de Bruxelles. Il était question que ce soit Genève, et bref, que ce soit les banques de l'Occident, qui soient les pourvoyeuses, eh bien, de ce qu'on croyait être la fumée blanche du financement. Or, voici que sur la terre la plus ancienne de l'homme, la terre berceau de l'humanité, des peuples éveillés au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont porté au pouvoir des serviteurs attitrés de la grande nation africaine. Les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani se sont donc réunis hier, 6 juillet 2024, dans la capitale de la terre africaine du Niger, et la décision solennelle qu'ils ont prise a consisté à proclamer et à instituer aujourd'hui et pour toujours, par la grâce du Tout-Puissant et la volonté de nos peuples, la confédération, eh bien, de l'Alliance des États du Sahel, la confédération sahélienne. Qui l'eût cru 2 ans plus tôt, lorsque Mohamed Bazoum, juché sur ses mollets rassis, encouragé par le néocolonialisme français et l'impérialisme américain, qui eût cru qu'on célébrerait à Niamey, la belle, arrosée par le fleuve Niger, le fleuve Djoliba, la naissance de la Confédération des États du Sahel. Qui eût cru, quand nous entendions les moqueries extrêmement jactantes et hilarantes de M. Hassoumi Massaoudou, alors ministre des Affaires étrangères du juntar de Niamey, qui a fait boum, Mohamed Bazoum. Quand Hassoumi Massaoudou se moquait du Mali, se moquait du Burkina Faso, se moquait des panafricanistes. Qui eût cru quand on entendait les rodomontades, les piailleries, quand on entendait les logorées, eh bien, du généralon Abou Terka, dressé sur ses rares ergots, et traitant le digne peuple malien, le digne peuple burkinabé, de promoteur d'un patriotisme frelaté. Qui eût cru que Niamey serait la ville dans laquelle se hisserait le drapeau de la Confédération des États du Sahel? Qui eût cru? Il n'y en avait pas beaucoup qui le crurent.
quand nous disions que cela aurait lieu. Avouons-le. Certains l'espéraient, mais très peu le croyaient. Qui eût cru qu'au Niger, qui était présenté comme la meilleure plateforme d'occupation militaire des armées françaises, qui eût cru qu'au Niger, où les États-Unis d'Amérique avaient installé une puissante base de drones à partir de laquelle ils menaient leurs activités de déstabilisation stratégique dans le Sahel, qui eût cru que là, à Niamey, là, au pays d'Amani Diori, au pays de Seyni Kounché, qui eût cru que là, à Niamey, au pays d'Abdoul Moumouni, se dresserait le drapeau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et pourtant, cela est arrivé hier. Et nous sommes toujours vivants sur la terre. Et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Ils l'ont dit. Commençons déjà par savourer le goût de l'histoire avec H majuscule. Car en fait, il nous est donné, nous, Africains, vivant actuellement dans le monde, de goûter à la saveur de l'histoire. C'est-à-dire de vivre des moments importants de la vie de nos peuples. Et nous avons la possibilité d'en être des acteurs et des témoins. Très peu de générations humaines auront eu la chance des générations africaines actuellement vivantes. Nos parents s'en sont allés par millions dans les tombes, sans voir le retrait des bases militaires françaises d'un pays d'Afrique francophone. Beaucoup sont allés dans les tombes sans voir le démantèlement imminent de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Beaucoup s'en allèrent dans les tombes en pensant que les Sankara, les Lumumba, les Amilcar Cabral, les Samora Machel, les Walters, les Steve Biko, les Dulcie September, les Barthélemy Boganda, Ruben Oumniobe, Ernest Wandier, Osende Afana, Félix Moumier. Ils pensaient que tous ces gens-là, les Kadhafi, étaient morts pour rien. Beaucoup sont partis de ce monde en pensant que l'espoir, l'espérance et la possibilité de bâtir un autre avenir ne germeraient plus jamais en Afrique. Hier à Niamey, un signe indien de plus a été vaincu par les Africains. Et je salue les trois grands leaders maliens, burkinabés et nigériens qui ont placé cette action sous le signe de Dieu. L'Afrique de l'Ouest a la chance d'avoir à sa tête, dans ces trois pays, des hommes qui craignent Dieu. Parce que quand un homme ne craint pas l'être incréé qu'il a créé, cet homme est dangereux pour lui-même et pour tout homme. L'Afrique de l'Ouest a la chance d'avoir des dirigeants qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Ce qui est une condition essentielle de la compréhension de la tradition africaine. Il n'y a de Dieu que Dieu. L'homme en tant que créature doit s'efforcer de refléter les qualités qu'il soupçonne au Créateur, mais jamais il ne doit prétendre l'égaler. Jamais il ne doit dire, après Dieu dans le ciel, c'est moi sur la terre. Car même la terre, l'homme ne l'a point créée, l'homme n'en est qu'un locataire. Et toute la question politique est celle de l'organisation, de la colocation, de l'humanité sur la terre, dans son passage de la forme animale vers la forme potentiellement et bien sûr naturelle. La terre est un lieu de préparation de la traversée de l'âme, de la forme animale à la forme surnaturelle, à la forme angélique, la forme ancestrale. Une fois qu'un homme a compris qu'il est seulement de passage ici, il ne se comporte pas sur la terre comme si la terre lui appartenait. Il cherche à vivre au mieux avec tous ses frères et sœurs en humanité, avec tous ses frères et sœurs, animaux, végétaux, minéraux, tous les compagnons de vie. Il cherche une solution harmonieuse afin que chacun traverse en paix.
et que chacun accomplisse le dessein qui lui a été réservé par l'être créateur, le Tout-Puissant. Les trois dirigeants intervenant hier à Niamey ont sans cesse rappelé leur devoir d'humilité envers le Créateur et envers les peuples qui leur font confiance. Je voudrais donc donner les 5 points d'observation des événements du 6 juillet 2024 qu'il me plaît de souligner. Première observation. Les trois dirigeants, les trois gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont tenu la parole donnée. Quand ils ont créé le 16 septembre 2023, l'Alliance de défense des États du Sahel, ils ont explicitement dit dans leur déclaration qu'ils allaient aller des questions de défense et de sécurité vers les questions financières, monétaires, les questions économiques, donc les questions de co-développement endogène, et qu'ils allaient aller vers les questions la question des institutions politiques. C'était la promesse qui nous fut faite par les 3 étoiles polaires de l'Afrique libre, l'Afrique souveraine. Et cette promesse est tenue. Ils sont donc en train d'accomplir cette promesse dès lors qu'ils instaurent par-delà et sur la base de l'Alliance de défense désormais la confédération, c'est-à-dire la forme embryonnaire de la puissance politique intégrée. Ça, c'est la première observation. Voici 3 dirigeants africains qui ne mentent pas à leur peuple. Ils disent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils ont dit. Or, nous sommes habitués, dans tellement de parties de l'Afrique et dans tellement de nos pays, à des dirigeants qui mentent. Oh, quand je vais prendre le pouvoir, je vais installer la capitale à Yamoussoukro. Oh, faites-moi confiance. Pendant les 5 premières années de mon mandat, je vais donner une maison à chaque Ivoirien. Vous connaissez l'individu? Vous connaissez le menteur qui a dit ça? Oh, je vais passer le pouvoir à une nouvelle génération. Nous allons donner le pouvoir aux meilleurs d'entre nous. Ah non, finalement, c'est moi qui vais garder le pouvoir. C'est un cas de force majeure. Vous connaissez le menteur qui a dit ça? Un autre vient. Ah non, vraiment, moi, je suis l'homme du renouveau. Aucun renouveau. Le pays s'effondre. Le peu de réalisation qu'il y avait dans le pays commence même à disparaître. Oh, il quitte l'affaire de renouveau, il dit qu'il est maintenant l'homme des grandes réalisations. On dit, mais dis donc, c'est incroyable. On attend les grandes réalisations. Il est incapable de construire une véritable autoroute entre les 2 grandes villes de son pays. On dit, mais il y a un problème là. On a attendu le renouveau, il n'est pas venu. On a attendu les grandes réalisations, ce n'est pas venu. Il dit non, que maintenant il est l'homme des grandes ambitions. Astaghfirullah. Vous connaissez pas ce menteur-là? Un vieux dictateur d'Afrique centrale. Vous ne les connaissez pas? Regardez tous ces menteurs qui se promènent devant les peuples africains depuis plusieurs décennies. Ils promettent la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et le développement durable, l'atteinte des objectifs du millénium. Toute cette phraséologie creuse, cette phraséologie qui donne envie de vomir aux Africains. Tellement on leur a menti. Vous ne les connaissez pas, ces dirigeants? Donnez-moi 5 ans et en 10 ans, je vais faire ceci. Non. Dans l'Alliance des États du Sahel, on ne promet pas la lune aux gens. On leur promet ce qu'on peut faire. Et on fait ce qu'on a promis. Ça, c'est la première leçon et c'est une qualité qu'il faut reconnaître à ces 3 dirigeants. Ce ne sont pas des flatteurs. Ce ne sont pas des flattologues. Ce ne sont pas des menteurs. Oui, ils ne souffrent pas du syndrome d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sindou, pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagés. Oui, ils ne souffrent pas du syndrome du dictateur Paul Biya, 42 ans de pouvoir, pour découvrir seulement en 2023 qu'il était en train d'endetter son pays à des taux prohibitifs. C'est-à-dire qu'il allait tout le temps à Washington, à Paris, à Genève, prendre des crédits en sachant très bien que le Cameroun ne peut pas rembourser. Qu'est-ce qu'on peut penser d'un vieillard qui a conduit un pays comme ça, dans le marasme permanent?
et qui trouvent toujours l'occasion de se faire rédiger des discours pour faire des phrases. Dans l'AES, la politique de la vérité est le critère et la parole est orthogonale. La parole est d'équerre. Elle forme des angles droits avec le réel. Écrivez ça. Écrivez ça. Et ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon de la naissance de la Confédération des États du Sahel. C'est la leçon de la popularité. D'abord, j'ai parlé de la vérité, du discours de vérité. Deuxième leçon, nous avons eu un baromètre de la popularité des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel à travers cette visite. Les images qui nous sont parvenues de l'accueil triomphal que le peuple africain du Niger a réservé aux dirigeants maliens et burkinabés à Niamey, ces images, qu'est-ce qu'elles signifient? On ne peut pas comprendre l'immense popularité dont jouissent ces trois hommes si on ne compare pas les images de Niamey le 6 juillet 2024 aux images de l'accueil d'un certain monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'aventurier ambigu de Dakar, quand il était en Côte d'Ivoire. Quand il est venu au Mali et quand il est allé au Burkina. Prenez les images de la visite du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu une mobilisation populaire pour lui? En Côte d'Ivoire, là, est-ce que vous avez vu une mobilisation populaire pour Bassirou? Parce que lui, il est toujours membre de la CEDEAO, le Sénégal est membre de la CEDEAO. Voilà un président de la CEDEAO qui va dans un pays de la CEDEAO. Il vient d'être élu. Vous avez vu une liesse populaire pour lui à Abidjan? Parce que vous ne pouvez pas comprendre la popularité des présidents Tchani, Traoré et Goïta si vous ne regardez pas les images de la visite, des visites de Diomaye. Diomaye Faye est allé à Abidjan. La journée s'est déroulée à Abidjan comme si un simple ministre du gouvernement sénégalais était de passage à Abidjan. Les Ivoiriens ont vaqué tranquillement à leurs occupations. Ils ne l'ont même pas calculé. Et les Ivoiriens sont là, ils n'ont qu'à témoigner. Les Ivoiriens sont là. Quand Bassirou Diomaye Diakhar Faye est venu, est-ce que vous êtes sortis pour l'acclamer? Est-ce que vous savez pourquoi les Ivoiriens ne l'ont pas acclamé? Mais parce que les Ivoiriens n'acclament pas Ouattara lui-même. Ouattara a pris le peuple ivoirien en otage. Quand quelqu'un vient créditer et crédibiliser Ouattara, les Ivoiriens sont fâchés contre lui. Dans la ville de Dembokro, chez Mebo, les Baoulés, on a donné à Alassane Draman Ouattara un nom. Je ne sais pas pourquoi vous avez oublié. Le nom qu'on lui a donné, c'est quoi? Alassane Ouattara l'appelle Ao Singben. Dans la langue à Baoulé, ça veut dire celui derrière qui tu vas et tu n'obtiens rien. Il ne faut pas aller derrière lui. C'est le nom que les sages Baoulés de Dembokro ont donné à Ouattara. Donc quand Diomaye va à Abidjan, comme il va chez Ao Singben, et que tout le monde sait que quelqu'un qui va chez Ao Singben, il n'y a rien de bon dedans, mais les Ivoiriens ne l'ont pas calculé. Allez regarder les images de Diomaye Faye à Ouagadougou. Les Burkinabés ont vaqué à leurs occupations. Ils ont laissé le président Traoré gérer ses relations diplomatiques avec le Sénégal. Ils ne l'ont même pas calculé. Les Burkinabés l'ont vu venir, ils ont dit, il y a Wotode. C'est pas ce monsieur qui a commencé par aller en Mauritanie, en Gambie, chez Mbappé. Il a fait d'abord le tour de nos ennemis avant de venir nous voir. C'est pas lui. Les Burkinabés ne l'ont pas calculé. Il a repris son avion. Le même jour, il a couru à Niamey. Mais alors les Nigériens, ils étaient occupés à préparer leur kilichi. Ils étaient occupés à boire leur lait de chameau. Les Nigériens étaient en train de travailler dans leur bureau. Les Nigériens n'ont pas le temps. Les pêcheurs étaient sur le fleuve Niger en train de chercher leurs poissons. Hein? On leur dit qu'il y a un certain monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal, qui est à Niamey. Ils disent, et puis on fait quoi avec ça? La Boussanino, Zanchan Kassani. La Boussanino, Zanchan Kassani. Vous comprenez? À Niamey, si tu viens et qu'on sait que tu n'aimes pas la lutte que le peuple mène et que tu n'es pas engagé pour elle, on t'ignore. Oui!
Oui, mais je vous invite à regarder les images. Alors, d'où vient la popularité des présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani? Une popularité qui a été vérifiée au Sénégal. Pendant l'investiture du président Diomaye Faye, quand on a appelé le nom des représentants des délégations maliennes et burkinabé, vous avez entendu comment le peuple sénégalais a applaudi? Est-ce qu'on a applaudi le représentant ivoirien comme ça? Le représentant bissau-guinéen l'a applaudi comme ça? Les dirigeants de l'AES sont les dirigeants les plus aimés par le peuple sénégalais. Ils sont plus populaires au Sénégal que Bassirou Diomaye Faye. Je recommence. Les gens, il y a des évidences politiques qu'on doit dire. Je vous ai dit qu'ici, c'est le festival des vérités crues. Si vous n'aimez pas la vérité, vous changez d'émission. Au Sénégal, Ibrahim Traoré est plus populaire que Bassirou Diomaye Faye. Écrivez ça, c'est ce que j'ai dit. Il est plus populaire. Parce que lui, quand on cite son nom au Sénégal, le peuple sénégalais applaudit. Alors que quand on cite le nom de Diomaye à Ouagadougou, les Burkinabés vaquent tranquillement à leurs occupations. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les dirigeants de l'AES soient les plus populaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique et dans l'opinion africaine? La raison est très simple. Les peuples africains, par les actes qu'ont posés les dirigeants de ces trois pays, sont convaincus que ce sont des serviteurs du peuple africain. Que ce sont des dirigeants qui aiment leur peuple. Quand un peuple voit à tes actes que tu l'aimes, que tu as choisi de le servir et que tu es prêt à mourir pour lui, ce peuple te rend cet amour au centuple. Écrivez ça. Les peuples ouest-africains, en particulier, africains en général, les diasporas africaines, savent, mais d'une intimité cardiaque, que le président Tiani, que le président Assimi Goïta, que le président Traoré aiment leur peuple. Les Africains sentent ça. C'est un vécu. Et si vous êtes rassemblés là maintenant, vous êtes pratiquement 10 000 personnes en direct de cette émission. Mais pourquoi vous aimez ce sujet? Mais parce que je vous parle de dirigeants qui font ce que nous souhaitons que fassent tous nos dirigeants en Afrique. Servir avec amour leur peuple. C'est une loi élémentaire. Si tu aimes ton peuple, si tu sers ton peuple, si tu montres à ton peuple que ce que tu fais, c'est pour lui, ton peuple te rend au centuple. Et c'est une loi qui existe sur le plan universel. C'est l'une des 7 lois cosmiques. C'est la loi d'action-réaction. Ce que tu fais, te fait. Ce que tu fais, te fait. Le bienfait n'est jamais perdu, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Le bienfait n'est jamais perdu. Même si tu ne vois pas la récompense de ton bienfait maintenant, sache que sur les plans invisibles de la création, se préparent pour toi des récompenses inouïes. Et tu seras davantage récompensé si en faisant le bien, tu ne penses pas à la récompense. Si tu aimes le bien pour lui-même, ta récompense sera centuplée, multipliée, que dis-je, milliardtuplée. Parce que tu auras agi avec la pureté de cœur. Tu te seras rapproché par ton action, justement, du cœur divin. Le soleil, vous le voyez très bien, éclaire les bons et les méchants. Ainsi, le Créateur donne à toutes les âmes la possibilité de l'existence qu'il leur a rendue possible. Oui, c'est une relation d'amour, de service, d'intime conviction qui explique le triomphe. Le triomphe des présidents Goïta et Traoré à Niamey. Sur des kilomètres et des kilomètres, des millions de Nigériennes et de Nigériens, que dis-je, de Nigériennes et de Nigérois. Les Africains de la capitale, bénis du Niger, sont sortis comme un seul homme. Et c'est un message très fort qui a été donné. Ces hommes qui passent là, ce Goïta, ce Tiani, ce Traoré qui passe, nous les aimons. Nous les aimons parce qu'ils nous aiment.
parce qu'ils se consacrent à nous avec leurs compagnons intrépides, nous sommes prêts à les accompagner du style pour cela. Nous avons flamme d'enfer avec eux. Voilà le lien fort qu'il y a entre des hommes, des femmes qui servent authentiquement leur peuple et leur peuple. Deuxième leçon. Si tu veux servir un peuple, si tu veux avoir de la part d'un peuple un attachement exclusif et exemplaire, aime ton peuple. Dirigeante, dirigeant africain, aime ton peuple, sers ton peuple. C'est l'une des clés du succès de ta vie en politique. Servir et aimer ceux pour qui tu te bats. Ne pas te calfeutrer à Assini Mafia, comme Ouattara Draman, avec sa smala de voleurs, ou Paul Biya, en Vomeka, avec son clan de prévaricateurs. Ne pas te cacher dans les tours d'ivoire des palais présidentiels. Montrer à ton peuple que tous les jours, tu es avec lui. Tu agis pour lui. Tu l'écoutes, tu le comprends, tu le connais. Quand vous voyez le président Ibrahim Traoré au dernier rang d'une grande prière de mosquée en plein Ouagadougou, le message qu'il nous envoie, c'est quoi? Je suis de ce peuple. Je n'ai pas vocation à être au premier rang tout le temps, parce que moi, je ne suis qu'un mortel, je passerai. Mais si j'accomplis de bonnes œuvres, si j'accomplis de belles œuvres, si je permets au peuple burkinabé de prospérité, de vivre sans doute toujours, non dans le cœur de ceux qui me survivront, mais de l'autre côté, je serai bien accueilli parmi les ancêtres. Voilà. Et ça, c'est une leçon importante. La question du service. Je passe au quatrième élément. À la quatrième leçon qu'il faut tirer de cette visite. Alors, la quatrième leçon qu'il faut tirer de cette visite, c'est que une organisation politique proprement africaine devra remplir systématiquement les mêmes critères que ceux de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et ces critères, ceux qui m'intéressent le plus sont les critères de souveraineté. Dans la construction de l'Alliance des États du Sahel, vous n'avez pas vu une organisation d'un pays étranger à l'Afrique figurer parmi les acteurs. Vous n'avez pas vu, comme malheureusement ça se passe pour l'Union africaine, vous n'avez pas vu un bureau de l'État d'Israël à l'intérieur du siège de l'Union africaine. Et il n'y a pas ça dans l'AES. Il n'y a pas ça dans la KES, Confédération de l'Alliance des États du Sahel. La Confédération est un bureau détenu par l'Union européenne. Il n'y a pas un bureau de l'OTAN. Il n'y a pas un bureau russe. Il n'y a pas un bureau chinois dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Il n'y a que les autorités légitimes, légales, populaires et révolutionnaires des trois gouvernements de ces pays. Donc, la quatrième leçon, c'est que l'AOS confirme le fait que la souveraineté n'a pas de prix. Il ne faut plus jamais en Afrique inclure des puissances étrangères, des organisations étrangères, à l'intérieur des organisations politiques régionales. Quatrième leçon. Cinquième leçon. Cinquième leçon. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui a été inaugurée hier, elle montre quelque chose que certains n'ont peut-être pas vu. C'est que les dirigeants ouest-africains ont compris qu'il faut sortir des paradigmes de la politique occidentale. C'est dans la politique africaine. À partir de la création de cette confédération, il y a un nouveau paradigme qui apparaît. Et je m'explique. Dans presque toutes les organisations régionales et continentales africaines, il était systématiquement observable que on commençait par réciter tous les principes démocratiques imposés par l'Occident à toute la planète.
il y avait forcément un paragraphe sur la démocratie, un paragraphe sur la bonne gouvernance, un paragraphe sur la croissance économique, un paragraphe sur les droits de l'homme. N'est-ce pas? Regardez la structure des déclarations fondatrices des organisations politiques africaines. Ce sont des récitations des principes de la Confédération des États du Sahel. On observe pour la première fois dans l'histoire de notre continent, en ce 21e siècle, la naissance d'une organisation internationale, d'une confédération politique qui n'invoque plus les termes classiques de la dictée paradigmatique occidentale. J'ai presque pas entendu le mot démocratie. Et on va prendre un exemple très intéressant, c'est le discours du président Ibrahim Traoré. J'ai écouté et lu les discours des 3 présidents. J'ai été frappé par le fait que tous disent que la référence de la politique en Afrique, ce sont les valeurs de la tradition africaine et c'est le panafricanisme. Je recommence. Rupture paradigmatique. Plus personne ne vient nous casser les oreilles avec la démocratie et les droits de l'homme tels qu'ils sont conçus par l'Occident. Il n'est même pas question de parler de démocratie africaine. Non. On parle de panafricanisme et on parle de tradition africaine. Écrivez ça. Et allez relire les discours. Fini la récitation bête. La récitation béate. La récitation naïve. On a imposé à tous les discours politiques africains, depuis maintenant plus de 60 ans, de proclamer que la démocratie était le seul et unique type de régime politique acceptable, que c'était le meilleur d'entre tous. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, il n'y aurait pas 12 monarchies en Europe. Si c'était vrai, il n'y aurait pas, dans la philosophie et dans la science politique, une critique de la démocratie. Ici en Occident, Platon critique la démocratie dans son grand livre La République et dit que la démocratie est un régime politique qui conduit fatalement à l'anarchie. Au 19e siècle, l'un des plus grands critiques de la démocratie s'appelle Alexis de Tocqueville. Il a écrit un ouvrage en 2 grands volumes très connus qui s'intitule « De la démocratie en Amérique ». Des citoyens apathiques, des suiveurs. Et que la démocratie conduit insidieusement à la dictature de la bureaucratie et de la technocratie. Écrivez ça. En dernière date, il y a un grand sociologue français qui s'appelle Emmanuel Todd. Emmanuel Todd a écrit un très bel essai intitulé « Après la démocratie ». Après. Dans lequel Todd dit qu'on sera obligé de passer à autre chose que ce régime. Donc, il existe une tradition de critique de la démocratie en Occident. Alors, pourquoi alors que la démocratie est critiquée et que, par exemple, les Belges ont toujours un roi, les Suédois ont toujours un roi, pourquoi est-ce qu'on veut imposer aux Africains de proclamer que la démocratie, c'est le seul type d'état de droit possible? Pourquoi? Pourquoi? Les Anglais ont un roi, pourquoi il est élu? Les Suédois qui prétendent retirer leurs diplomates parce que le président du Burkina Faso n'a pas été élu, leur roi est-il élu? Demandons-le aux Suédois. Is your king elected? Les Belges, dont les rois ont coupé 20 millions de bras à notre peuple au Congo, eux aussi peuvent nous enseigner la démocratie? Est-ce qu'ils... Je discutais avec un avocat qui me faisait remarquer que en Belgique, quand tu veux être avocat, on te fait prêter serment de ne jamais critiquer le roi. Hein? Astaghfirullah. Oui. En Belgique, là, pour que tu sois avocat, tu fais serment que tu ne critiqueras jamais Sa Majesté. Ça veut dire que sur la terre, là, même Dieu qui nous a créés, tu peux le critiquer. Mais il y a des gens qui ont fait des lois pour dire que eux, on ne peut pas les critiquer. Et ce sont des rois de pays qui, parfois, s'aventurent à enseigner la démocratie aux Africains. Vous comprenez? La grande leçon de l'AES, c'est que l'AES, et donc les dirigeants de l'AES, sont en train de sortir de la domination théorique, intellectuelle, de la domination spirituelle, de la politique africaine par des concepts occidentaux. Ce ne sont plus la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, les objectifs du millénium, auquel on a drogué les élites africaines.
cela le référentiel politique. Il y a deux concepts qui ont été cités par les trois présidents. Le concept de panafricanisme et le concept de tradition africaine. Donc, nous sommes en train d'aller vers ce que nous théorisons, nous, en tant que philosophes, depuis plusieurs années, sous le concept de la mahatocratie. La rupture paradigmatique africaine est en marche. Les dirigeants assument désormais la non-référence à la systématique démocratique droit de l'homiste, bonne gouvernanciste, la systématique croissantiste, productiviste, de la terminologie et de la phraséologie ultralibérale occidentale. Et c'est formidable. C'est formidable de ce point de vue. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour continuer à partager cette émission. Maintenant, près de 7000 rassemblés sur YouTube. Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager. Ne me laissez pas seul. Ils attaquent. Car le festival des vérités crues bat son plein. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.